Et j'avais trop envie de découvrir la vie de cette femme très féministe, très connue, très... J'ai rien trouvé de waouh. En fait, je me suis tellement égarée dans ce bouquin. Oublié du dimanche de Valérie Perrin. Triste à mourir, honnêtement. Et un jour, elle reçoit un appel d'un policier qui mène à l'enquête sur cet accident. Et là, elle découvre que ce n'est peut-être pas tout à fait un accident. Qu'on lui a annoncé le décès de sa tante, alors qu'elle y croyait pas. Elle dit non, mais elle est décédée il y a déjà quelques années. Je comprends pas pourquoi vous me contactez. Elle est décédée, oui, je sais. Ils disent non, elle est décédée. Là, on l'a retrouvée. Donc on vous contacte pour que vous veniez la reconnaître, enfin si c'est bien votre tante ou pas. C'est un ensemble, c'est une bombe ce livre, c'est quelque chose. Il y avait tout un tas de choses qui se construisaient, il t'attend un grand splash, et puis c'est ok. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un point lecture des nouveautés que j'ai acquis récemment. Je ne vais pas vous lire les 4e de couverture parce que ce sont des livres que j'ai achetés récemment, donc ça ne sert à rien que je vous réitère ce que j'avais déjà dit, ce que j'avais présenté. Parmi ces livres, on va retrouver, donc il y en aura 5, nouvelles lectures vraiment toutes fraîches que j'ai achetées cette année. Enfin l'année 2024, ça sera en 2025, à la fin 2024, j'avais acheté ces bouquins, dont un peut-être un petit peu plus tôt dans l'année, pendant l'année 2024, mais quand même il en fait partie des nouveaux, des tout neufs. Et donc je vais pas reparler en résumé, mais je vais vous présenter tout simplement ce que je vais lire dans ce point lecture, et je vais vous donner mon avis pour chacun de ces livres. Il y aura Kang, la végétarienne, on parle très très bien de ce livre, c'est un prix Nobel de littérature 2024, Imane Booker International Prize en 2016. Donc c'est un tout petit livre qui va parler de végétarisme, d'après ce que je comprends, selon le titre. Et apparemment c'est même pas du végétarisme, mais plutôt du végétalisme. Donc on va voir le rapport à la nourriture de cette jeune femme dans ce bouquin. Ensuite, c'est plutôt un sujet d'actualité puisqu'il y a un film qui va sortir ou qui est déjà sorti récemment, on en a parlé au quotidien. Comme j'aime beaucoup cette émission de quotidien sur, je sais plus quelle chaîne, c'est mon chéri qui met tout le temps cette chaîne et on la regarde à chaque fois quand il rentre du travail, donc Sarah Bernhardt, Ma double vie. Et j'ai acheté ce livre bien avant qu'on en parle sur cette chaîne, à la télé, et j'avais trop envie de découvrir la vie de cette femme très féministe, très connue, très, très particulière, très... Ah mince, j'avais un mot qui m'est sorti de la tête, très atypique. Donc j'avais envie de découvrir cette dame. C'est aux éditions Libretto, c'est un livre assez lourd, il est vraiment lourd. Et je pense qu'il va être très très riche. On a ici quelques photos de Sarah Bernhardt. Ensuite, je suis tombée sous le charme, bien évidemment, Bernard Minier, ça c'est... J'aime cet auteur. Comme je vous ai déjà dit, j'ai peut-être pas très bien parlé de lui. L'une de mes premières vidéos où j'avais parlé de ces 4 premiers livres de la série de Servaz, où il y a Glacé, cette putain d'histoire, Cercle, et il y avait un autre, je sais plus, N'éteins pas les lumières. Justement, après cette putain d'histoire, j'ai tout revendu, j'ai tout racheté de nouveau et j'ai envie de le relire parce que j'aime quand même cet auteur et je continue de l'apprécier et de l'admirer. Et puis là, c'était impossible de passer à côté de cette couverture de Pauline Rico, qui est magnifique. Et c'est complètement autre chose de ce que j'ai l'habitude de lire de Minier. Écoutez, je suis un peu restée au niveau du Glacé, mais je sais qu'il y a une autre maintenant série avec Lucia qui est sortie et que j'ai aussi chez moi et que je vais continuer à lire. Mais ici, il y a le Minier et en plus les chats. Écoutez, on voit là au fond le chat noir, les yeux de chat noir, je le voyais pas. Donc les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles, chez Pocket. J'ai envie de le lire également. Ensuite, celui-ci que j'ai acheté fin 2024, à l'inauguration justement de la nouvelle librairie dans ma ville. Et c'est un livre aux éditions 10-18 qui est des deux côtés, vous voyez. L'énigme de Turneglass, Angleterre 1881, une maison isolée, une femme prisonnière d'une cage de verre. Et puis deuxième partie, nous avons ici Californie 1939, un écrivain mort, le titre de son dernier roman, L'énigme de Turneglass. Et donc le livre L'énigme de Turneglass de Gareth Rubin. Trop envie de le lire, donc il se lit des deux côtés. Il y a un côté, il y a le deuxième côté. J'ai envie de le découvrir. Celui-ci, je suis littéralement tombée amoureuse. J'ai trop envie de le découvrir aux éditions Albin Michel.
Tata de Valérie Perrin. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je l'imaginais beaucoup plus âgée, cette autrice. Mais elle n'est pas du tout âgée, elle est plutôt jeune. Et j'ai trop envie de découvrir ce livre. Je pense qu'il est merveilleux. Voilà, donc sur ce, je vous laisse avec la suite de cette vidéo de lecture que je vais faire et que je vais partager un avis lecture pour vous dans cette vidéo. Donc soyez patients parce que oui, je ne suis pas une lectrice rapide, je lis assez lentement. Mais quand je lis, j'ai l'habitude des fois, je souligne pas, mais d'habitude, soit j'ai mon petit carnet à côté, soit je prends en photo la phrase qui m'a marqué ou quelque chose qui m'avait fait réagir et je vous en parle et j'aime bien analyser ce que je lis. Donc voilà, vous allez découvrir tout ça dans mes prochaines lectures. Je vous laisse avec la suite. Alors, j'ai lu quelques livres. Je vais vous rajouter donc un de ces livres dans cette vidéo parce qu'il n'était pas prévu dans celle-ci, mais comme je l'ai lu plutôt écouté, on va dire en audio, je vous rajoute Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Triste à mourir. Honnêtement. En fait, elle écrit super bien. Mais qu'est-ce que c'est triste ces lectures, hein. C'est pas possible. Donc ici, on va faire connaissance avec Justine. C'est une aide soignante ou je sais pas comment on appelle ça. Ouais, je pense que c'est une aide soignante. En fait, elle a 21 ans. Elle travaille au centre hospitalier de gériatrie et elle a un cousin qui s'appelle Julien. Julien ou Jules, je crois que c'est Jules plutôt. Et donc, qui est très très beau, qu'elle aime beaucoup, qu'elle apprécie énormément et qu'elle accroche sa photo un peu partout dans les chambres des patients qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de petits-enfants, pour leur faire croire que c'est le leur, parce qu'il est beau en fait tout simplement. Voilà, chacun son truc. Donc c'est un personnage assez unique, assez surprenant parce qu'elle est toute fraîche, toute jeune et à la fois tellement mûre parce que on lui confie pas mal les histoires de ces personnes âgées. Elle vient les voir, elle prend tout avec une légèreté, mais à la fois c'est assez difficile et délicat de prendre soin de personnes âgées puisqu'il y en a qui perdent leur tête, il y en a qui sont tout simplement physiquement mal en point et donc du coup il y a des douleurs, etc. Et il y en a qui deviennent très très désagréables avec elle. Elle essaie de passer au-dessus et faire tout simplement son job en aidant ces gens-là et en espérant qu'elle s'y retrouvera pas un jour aussi dans ces soins-là. Donc en fait, le livre va être concentré en double, voire triple contemporanéité puisqu'on va suivre à chaque fois les histoires de ces personnes âgées, notamment un couple, Lucien et Hélène, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Lucien, je crois qu'il est aveugle, et donc c'est héréditaire, hein, tout le monde dans sa famille peut l'être. Et il me semble que, je sais plus si c'était Lucien ou Hélène, je sais plus, je crois que c'était plutôt Lucien, et Hélène, elle était illettrée, elle savait pas lire. Et donc, on raconte comment ils ont vécu la guerre, les histoires de la guerre, comment ils se sont débrouillés. Et en fait, elle fait connaissance avec Romain, c'est un petit-fils de Lucien qui vient la voir, qui est photographe, qui vient faire connaissance et dont elle tombe amoureuse et qui aussi aurait pu avoir cette maladie de devenir aveugle. En fait, il n'est pas aveugle, mais il le devient au fur et à mesure avec le temps. Et lui, il a fait des tests et des examens, et donc il n'est pas concerné par cette maladie, heureusement pour lui. Donc on va faire connaissance avec lui, ils vont lier une relation. Elle, entre-temps, elle rencontre des gens, qu'elle s'en souvient même pas leur nom, prénom, enfin ça l'intéresse pas, et Romain lui pose des questions aussi, pourquoi est-ce que vous travaillez dans ce type d'endroit, puisque vous êtes toute jeune, vous auriez pu avoir un autre travail. Elle lui dit que les histoires qu'elle écoute dans ce type d'endroit, elle ne les aurait nulle part ailleurs. Donc ça c'est vrai, et en plus les histoires qui sont racontées par des personnes âgées, souvent c'est très intéressant, souvent les histoires qui sont liées à la guerre, c'est tellement bien raconté qu'on est immergé. Et c'est très intéressant de les écouter en fait, voilà. Donc j'avais dit double, triple temporalité, donc double ça concerne dans le sens où on est dans le présent, on est dans le passé pendant la guerre, et on est également dans le passé pendant des temps d'après-guerre, des temps beaucoup plus tard après-guerre, où en fait on parle de ses parents, parce que dans tout début du livre, on nous dit qu'elle est orpheline, elle a été éduquée, il me semble, par ses grands-parents,
parce que ses parents sont décédés pendant un accident de voiture, et les parents de Jules notamment, puisqu'en fait c'était deux frères jumeaux, je crois, son père et le père de Justine. Et donc ils étaient tous ensemble dans cette voiture qui avait eu un accident. Et un jour, elle reçoit un appel d'un policier qui mène à l'enquête sur cet accident. Et là, elle découvre que ce n'est peut-être pas tout à fait un accident. L'enquête va être menée. Elle va beaucoup questionner ses grands-parents qui vont être mal à l'aise par rapport à cette situation, par rapport à cette histoire. Elle va beaucoup leur poser deux questions, elle va leur poser beaucoup de questions, et donc on va découvrir au fur et à mesure ce qui s'est passé. Voilà, en gros c'est ça. Après franchement, j'adore comment elle écrit, hein. Elle écrit super bien, mais qu'est-ce que c'est douloureux à lire, à écouter, mon Dieu, c'est terrible. Donc du coup ça m'a en fait encore démonté une journée, je peux pas. J'ai encore un livre de Valérie Perrin qui s'appelle 3, je ne sais pas si je vais le lire, je vais voir. Déjà je le trouve même pas. Peut-être que c'est pas le moment aussi pour les lire, je n'en sais rien, mais en tout cas ça me rend beaucoup trop triste, donc moi je pense que je vais le vendre, j'ai pas envie de le garder. Et puis un autre que j'ai absolument voulu acheter, là quand il était sorti en brochet, je l'ai acheté, je l'ai écouté, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté, donc il est tout neuf. Je réfléchis encore, est-ce que je vais le garder ou est-ce que je vais le vendre, je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai noté ce que j'ai pensé, j'ai noté beaucoup de choses, j'ai lâché plusieurs fois les larmes, vous voyez tout ça. Et encore une page après, j'ai noté tout ce que j'ai pensé. Donc ici, beaucoup de personnages, beaucoup de secrets de famille. Surtout quand je lis ça après un livre que je vous en ai déjà peut-être parlé, c'est un livre qui m'a été recommandé par mes voisins, Changer l'eau des fleurs, pareil, de Valérie Perrin, reste sur ce sujet, sur ce thème de cimetière, sur ce thème des morts, je ne sais pas pourquoi. Dans chacun de ces livres, il y a absolument ce thème des morts, des cimetières, et de la guerre ou de l'après-guerre. Certes, ça m'intéresse ces sujets-là de la guerre, mais enfin, c'est tellement tourné à encore plus douloureux que l'on pourrait penser. Enfin, je sais pas. Pour un simple roman, je veux dire, c'est très douloureux pour un simple roman. Sachant que ce livre, pourquoi je doute encore si je vais le garder ou pas, puisqu'il me rappelle beaucoup au niveau de tournure de phrases, au niveau de cet effet un peu chaleureux, envoûtant, agréable. Surtout comment il a été lu, il me fait penser beaucoup à la carte postale d'Anne Berest, puisque c'est aussi assez mêlé, assez intéressant, historique à la fois romanesque. Puis vous avez ici Histoire de musique que j'avais retrouvé aussi dans un autre livre, je sais plus comment il s'appelait, et qui me fait penser aussi à ce livre-là. C'était top. Donc franchement là je suis très perdue, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais je vais vous dire ce que j'ai noté moi. Déjà il a été lu par, je vais vous dire ça, Les Oubliés de Dimanche était lu par Maëva Méline, une voix très agréable. Et puis celui-ci, donc Tata, il a été lu par, mon téléphone est bug, il y a trop de choses dessus. Il a été lu par 3 personnes, donc Jeanne Chéral, qui a franchement la voix qui ressemble beaucoup à la voix d'autrice, Anne Locoutour, et Patrick Mancini ou Mancini, je ne sais pas comment on dit exactement. C'était top. C'était vraiment très bien écrit, mais vraiment très. Mais c'est vrai qu'on s'y perd énormément à cause de ce nombreux personnages. Donc ici, on va valser un peu, enfin je sais pas, on va être entre deux temporalités, pareil, entre les années fin d'années 50 et début 2000, c'est-à-dire précisément 1957-2010. On va ici faire connaissance tout d'abord avec Jolie, parce que ça ira plus vite. On va faire connaissance avec Agnès, c'est la nièce de Colette, qui va nous raconter toute cette histoire, qui va nous parler de son enfance, de ses amis aussi. Ils sont 3 amis en vacances qui passent tout le temps à Guignon, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est en Bourgogne il me semble. Donc on a ici Nathalie, Ilyes et donc Agnès. Agnès qui est devenue cinéaste, Ilyes, je ne sais plus ce qu'il est devenu, mais il voulait être footballeur, mais il ne l'est pas devenu. Et Nathalie voulait être un médecin de monde et est devenue en fin de compte infirmière libérale, mais ce qui lui va très bien finalement. Donc ils se rencontraient souvent en vacances d'été quand elle allait chez sa tante Colette. Ils étaient là-bas et donc ils se rencontraient souvent là-bas. Même ça parle avec un peu d'ironie que les gens qui allaient en vacances allaient dans des endroits un peu plus connus, un peu plus chouettes, alors qu'elle allait à Guignon, donc Guignon.
Guignon, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là, ils se rencontrent encore en vacances, mais cette fois pour une occasion assez particulière, pour le décès de Colette. Elle a été contactée par, je sais plus par qui elle a été contactée, mais enfin, je crois que c'était la police. Qu'on lui a annoncé le décès de sa tante, alors qu'il y croyait pas, il dit non mais elle est décédée il y a déjà quelques années, je comprends pas pourquoi vous me contactez, elle est décédée, oui je sais. Ils disent non, elle est décédée, là on l'a retrouvée, donc on vous contacte pour que vous veniez la reconnaître, enfin si c'est bien votre tante ou pas. Je comprends pas ce qui se passe, donc du coup elle rencontre ses amis. Ce qui s'est passé, c'est que elle est décédée il y a quelques années auparavant, sauf que Agnès, elle travaillait comme cinéaste toujours, je crois quelque part aux États-Unis ou en Amérique latine, je sais plus où elle a été exactement, mais enfin il y avait un gros décalage horaire, beaucoup de trajets à faire pour venir, donc elle n'a pas pu venir à son enterrement, et du coup ce sont ses amis qui sont venus, et là elle les rencontre, elle leur raconte cette histoire, elle dit non mais vous avez pas su reconnaître que c'était tante Colette, etc. Et donc ils disent si c'était tante Colette, c'était personne d'autre. Elle a dit mais alors c'est qui est enterré à sa place? Et donc du coup tout va tourner autour de cette mystérieuse disparition de tante Colette. On va pas savoir au départ qui c'est qui est enterré à sa place et qui c'est qui est maintenant. Donc au final, elle est sûre que c'était tante Colette maintenant. Mais alors, qui c'est qui était enterré à sa place dans sa tombe, on ne sait pas. Donc tout va tourner autour de cette histoire. Donc elle dit c'est pas possible de remourir, on peut pas mourir deux fois. Donc elle comprend pas ce qui se passe. Donc ici on va déballer une bonne pelote de fils, de secrets de famille, mais énormissime. Je ne sais pas quelle imagination faut-il avoir pour imaginer ce genre de truc. Elle est très très forte l'autrice, hein, c'est dingue. Donc Colette est une tante qui a l'habitude de disparaître avant sa mort déjà, donc on s'en préoccupe pas vraiment puisque c'est une personne assez libre, assez indépendante, elle n'a pas d'enfants, elle n'a pas d'attache particulière mis à part sa famille, sa nièce, sinon elle est libre comme l'air, elle fait ce qu'elle veut, des fois elle est là, des fois elle est pas là, donc on s'en préoccupe pas tellement parce qu'il y avait des moments où elle ne l'a pas vue depuis quelques mois, quelques années, et ça a été normal. Donc Agnès est la seule personne de confiance, donc du coup que l'on peut contacter puisqu'il y a plus de parents, ils sont tous décédés, donc elle est la seule à qui on peut dire que Colette est décédée et à qui on peut laisser l'héritage éventuellement. Donc on la contacte pour lui annoncer ça. Elle rumine également sur sa vie. Elle commence à réfléchir sur son passé une fois qu'elle est rentrée chez Colette, puisque elle repense à ses années de vacances, à ses années de vie de jeune fille, de jeune femme, comment ça s'était passé, etc. Elle commence à réfléchir, est-ce que Colette n'avait pas secrètement une jumelle qu'elle connaissait pas, etc. Donc elle ne comprend pas d'où vient cette personne qui a été enterrée à sa place. Donc Agnès va apprendre à connaître un peu plus sa tante en écoutant les cassettes qu'elle découvre, qu'elle lui a enregistrées. Donc ces cassettes étaient gardées dans une valise chez elle, je crois, et donc où Eliès qui l'avait apporté, je sais plus. Donc elle va ouvrir cette valise, elle va regarder ce qu'il y a dedans, et il y avait pas mal de cassettes avec quelques 1000 heures enregistrées, il me semble. Et donc chaque jour, elle va rentrer dans cette maison après avoir vu ses copains, copines leur parler, après avoir eu au téléphone sa fille qui s'appelle Anna. Anna ou Anne, je sais plus si elle s'appelle Anna. Elle va découvrir au fur et à mesure que son mari avec lequel elle n'est plus ensemble, de qui elle s'est séparée, qu'il a une copine, donc c'est celui qui avait aussi été en quelque sorte dans ses films, donc il s'est trouvé une petite comédienne avec qui il avait lié une aventure, et donc du coup il a abandonné sa femme, ça lui a resté à travers la gorge, ce que je comprends c'est de l'adultère, donc c'est agréable pour personne, et voilà, mais ils sont restés en bon terme puisque il y a la fille qui aime les deux parents, et voilà. Donc c'était très émouvant et intéressant à écouter, complètement immergée dans cette histoire. Vraiment, j'étais complètement immergée quand elle a écouté les histoires, la vie de cette Colette enregistrée en cassette en quelques heures. Donc, dans ce livre, on va découvrir pas mal de pédophilie, des violences faites aux femmes. C'est tout ce que je déteste. On va découvrir que Colette, c'est une cordonnière. Son histoire dans les cassettes, comme on dit ici, c'est une vie, comme elle décrit à quelqu'un, je sais plus, à un de ses amis ou à ce policier
Paul qui essaie de démêler cette pelote, elle va dire ces cassettes, c'est une vie comme chez Guy de Maupassant. Ce qui est marrant aussi, c'est que récemment, justement avant ce livre, j'ai lu Une vie de Guy de Maupassant qui n'était pas du tout joyeux non plus, ce roman, mais qui était très intéressant et très débordant, et donc du coup elle fait le liaison de ces cassettes avec Une vie de Maupassant, comme c'est dit dans le livre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Colette, c'est la sœur de Jean, pianiste, qui était pianiste, qui est décédé à l'âge de 37 ans, il me semble, et c'était le père de justement Agnès et le mari d'Anna, la mère d'Agnès. Donc Anna, aussi on découvre en fait non seulement la vie de Colette, mais au fur et à mesure on découvre aussi la vie de Blanche, certaines Blanches, je vais pas vous tout dire. Je crois qu'elle s'appelait Blanche d'ailleurs. Ouais. Oui, je crois qu'elle s'appelait Blanche. Puis on va découvrir au fur et à mesure donc la vie de sa mère, qui a aussi beaucoup de secrets que je vais pas vous dévoiler parce que c'est assez... C'est choquant en fait, enfin, quand vous découvrez tout ça. On va découvrir donc Anna, la mère de Agnès, était une fille adoptive. On va découvrir ses histoires tragiques aussi, puisque ses parents ont été déportés avec ses deux autres enfants plus âgés qu'elle pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle a été adoptée par, plus si c'était des voisins ou des amis qui l'ont adoptée, à qui la mère a laissé ce petit bout quand elle partait en fait, quand elle était amenée plutôt qu'elle partait. Voilà, le livre est très complexe, très compliqué. C'est des fils ici et là, et il faut essayer de les rejoindre, ces petits bouts, pour comprendre qu'est-ce qui va avec quoi et qu'est-ce que c'est. Ça m'a fait également penser un peu au livre de Anna et ses filles de Marianne Fredriksson, que j'ai lu pendant mes études à l'université de la Sorbonne 4, quand j'ai fait les études de suédois. Ce livre nous a été imposé, je peux dire ça, puisque c'était dans le programme, et ce livre était beaucoup trop douloureux. Enfin, il parlait également des destins des femmes qui n'étaient pas faciles, parce que il y avait également des violences faites aux femmes, il y avait également 3 générations de femmes qu'on retrouve ici, puisqu'on a Agnès la plus jeune, Anna la plus un peu plus âgée, et puis les parents d'Anna aussi. Donc voilà, on retrouve aussi 3 générations de femmes. On retrouve des destins malheureux, douloureux, par moments cassés, violentés, et c'est vraiment c'est choquant. Notamment aussi la pédophilie, donc tout ce qui est lié aux enfants. Pareil, il y avait des choses pas très agréables à lire. Il y a pas mal de vengeances ou des coïncidences qui peuvent être tournées en vengeance, mais c'est très bien dit, écrit. Et donc voilà, concernant ça, ce livre que je relis à Marianne Fredriksson, c'est que oui, on a ici donc la mère qui a perdu ses parents, la tante Colette qui a consacré sa vie pour toujours pour quelqu'un d'autre, pas pour elle. Sa grand-mère qui a confié Anna, donc la mère de Agnès, et était amenée en déportation. Et enfin Agnès, même n'a pas eu le destin facile, puisque il y avait des tromperies de la part de son mari, la découverte de son destin qui est assez lourd. Voilà, donc c'est tout ça, c'est un ensemble, c'est une bombe ce livre. C'est quelque chose. Donc je vous conseille vraiment de le lire, il est vraiment très intéressant. C'est vrai qu'au départ, j'ai pas du tout accroché, mais comment c'était bien lu, c'était superbe, Je pense que si je l'avais lu, peut-être que ça aurait donné une autre sensation. Mais quand c'est lu par quelqu'un d'autre, que vous ressentez les émotions de quelqu'un d'autre, voire vous avez plusieurs personnes qui le lisent, vous avez l'impression en fait de regarder un film. Si vous avez une imagination aussi débordante que la mienne, c'est quelque chose. Voilà, donc c'était superbe, j'ai adoré. Maintenant je vais réfléchir si je garde ou pas, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre Tata, et je comprends maintenant pourquoi j'étais à la chasse de ce bouquin. Je voulais absolument l'avoir là, au format broché. Je pense que je vais le garder quand même, on verra plus tard ce que j'en fais. Pour l'instant, je vais le garder parce que j'aime vraiment cette histoire. Je pense que je le relirai un jour. Mais cette fois, non pas écouter, mais plutôt relire. Et on verra bien. Sur ce, je vais vous laisser ici parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle. Plus il y avait l'intro. Plus il y en a encore plusieurs autres livres à vous présenter. Donc je vais m'arrêter là. Mais préparez-vous à ce que cette vidéo soit très très longue, puisque
puisque quand j'accumule plusieurs bouquins dans une seule vidéo, parfois il y a des livres qui sont assez complexes et compliqués, comme celui-ci par exemple, où ça me demande beaucoup de réflexion, beaucoup de temps à vous parler de ce livre et de vous partager mes sentiments, puisqu'ils sont pas neutres en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé et du coup c'est quelque chose qui a perturbé mon esprit et pour coup j'ai envie de partager, j'ai envie de parler en bien et beaucoup, ou en moins bien et beaucoup. Donc voilà, il faut se préparer au fait que ça soit long. Voilà, sur ce, je vous laisse avec d'autres lectures. Alors, rebonjour. Je suis désolée, c'est trop près, là, j'arrive pas à me décaler plus. Bon, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ce livre-là. Vous le voyez comme vous voulez, parce que c'est un livre, en fait, qui a deux faces, qui a deux histoires. Il s'intitule L'énigme de Turnoglace, et c'est aux éditions 10-18. C'est un grand format, j'ai jamais eu des grands formats au 10-18. Et donc, c'est un livre de Gareth Rubin. Je suis absolument pas fan. Ah mais absolument pas. En fait, je suis même dégoûtée parce que moi, je m'attendais à quelque chose de waouh quand j'avais acheté ça et puis même la libraire m'a dit « Ah ouais, c'est génial !» Et visiblement, sur les réseaux, on en parle de quelque chose waouh. J'ai rien trouvé de waouh. En fait, je me suis tellement égarée dans ce bouquin. Les 60 premières pages, c'était l'enfer. Je me dis « Oh la vache !» En fait, moi, s'il se passe rien dans les 50 premières pages, bon allez, si le livre il fait 105 pages, si dans les 100 premières pages il se passe rien, je vois pas ce que je fais avec ce livre, quoi. Là, les 50-60 premières pages, pour moi c'était un brouillon total. Je suis désolée, mais j'ai absolument pas accroché, j'ai pas du tout aimé. Après, je vous dis, c'est mon avis personnel, hein. Ce que je dis, ça ne tient qu'à moi, hein. Chacun son avis. Voilà, je peux ne pas aimer, je peux ne rien comprendre. Peut-être que j'étais pas dans un bon humeur. Vous avez peut-être apprécié, hein. Je n'ai absolument rien contre. Chacun son truc. Mais en fait, tellement ça m'a dégoûté que je me suis dit, peut-être c'est moi, peut-être c'est mon humeur. Donc je vais aller sur Audible et je vais prendre un bouquin audio, enfin celui-là, audio, et je vais écouter. Est-ce que ça va changer mon avis? Est-ce que ça va changer mon avis? Pas du tout. Pas du tout, ça n'a absolument rien changé. Et il y avait quelques éclaircissements, on va dire. J'étais éclairée par certains points, mais sans plus. En fait, la première partie du livre se passe dans 19e siècle, 1880 quelque chose, et la seconde, elle se passe au 20e siècle, 1930, je crois, ou un truc comme ça. Donc, je me suis mis quelques mots, mais c'est vraiment pas grand-chose, hein. D'après ce que j'ai compris. Et j'ai pas compris grand-chose, je vous le dis tout de suite. Il y a trop de personnages, trop de choses embrouillantes, et puis c'est trop fantasque pour moi. Je sais pas, je suis pas là. Enfin, c'est pas du tout mon truc. Donc en fait, les thèmes principaux, ça va être l'empoisonnement, la prostitution, l'enquête. Voilà, pas trop mon truc, la prostitution, tout ça là. Donc d'après ce que j'ai compris, encore une nouvelle fois, on va assister à une mort, un empoisonnement de James. Et James, il se trouve que c'est, je sais pas, j'ai corrigé 3 fois, j'ai même pas compris qui c'était. Je crois que c'était le frère du prêtre. Comment s'appelait ce prêtre, je m'en souviens pas non plus. Il me semble que c'était ça. Et donc le mari de Florence. On voit Siméon aussi. Siméon, c'est l'un des principaux personnages qui va être appelé, je crois, au chevet du prêtre, au chevet d'abord de ce James, où il viendra le consulter. Je m'en souviens pas en fait. J'ai même pas envie de vous récapituler ça parce qu'il se trouve que c'est vraiment tout faux. Bref, il constate qu'il y a un empoisonnement, donc d'après ce que j'ai compris, il meurt. Et donc il va être sur cette enquête, il va chercher comment et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Et donc il va tomber sur ce prêtre. Ça aussi, j'ai pas compris. Est-ce qu'il le connaissait? Est-ce que ça fait partie de sa famille? Est-ce qu'ils se connaissent absolument pas? Il le connaît là. Donc il va aussi soigner ce prêtre. Ce prêtre, il a un penchant vers l'alcool. Il a tout un tonneau de vin, enfin je sais pas, je crois que c'est du vin qu'il boit à la loupe. Ça va avoir son importance plus tard, c'est pas la peine que je vous dévoile, vous le saurez si vous êtes amené à lire ce livre. Et il va faire connaissance avec une certaine Florence dès qu'il viendra chez ce prêtre, et cette Florence, elle va être enfermée dans une cage en verre. Il va pas comprendre pourquoi et comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette femme est dans une cage. Le prêtre lui explique qu'elle a tout ce qu'il lui faut. Elle a le lit, elle a les toilettes, elle a son linge qui est changé chaque semaine pour garder la propreté et l'hygiène. Et pourquoi elle est dans une cage? Tout simplement parce qu'elle a tué son mari
d'après ce que j'ai compris, donc ce James. Et donc ça s'égoupille, enfin ça se démêle un petit peu, on commence à comprendre qui est ce James pour prêtre, qui est ce James pour Florence. Ça c'est beaucoup plus tard qu'on comprend ça. Et donc elle est dans cette cage en verre pour lui éviter la prison et pour lui éviter la maison, comment on peut appeler ça, psychiatrique en fait, l'hôpital psychiatrique. Elle est dans cette cage où elle est sous observation 24 heures sur 24, donc elle n'a aucune intimité et elle y reste. Ensuite, il y a aussi histoire de livres. Je ne sais pas si elle a ses livres dans cette cage ou elle voit ses livres à travers sa cage. J'ai rien compris. Donc, au fur et à mesure, ce prêtre, au final, il sera empoisonné par cette même Florence, puisque, je vais pas vous dévoiler comment, voilà, je vous ai dit au début, si vous étiez attentif, vous avez compris, sinon, vous lirez le bouquin. Et donc, le journal du prêtre sera dévoilé, enfin, il sera découvert par ce Simeon qui mène cette enquête de ces empoisonnements. Il va tomber sur toute une prostitution, enfin, un réseau de prostitution, et que ce prêtre a été mêlé dedans, qu'il a essayé de faire la justice, ou je sais plus quoi, enfin bon, j'ai rien capté. Et ça va s'emmêler les fils, moi j'ai pas démêlé les fils, je les ai emmêlés plus qu'il faut en fait. On démêle la pelote des fois quand on est sur une enquête, qu'on essaie de découvrir quelque chose. Moi, la pelote, c'était, c'est un boule de nerfs en fait. Tout était emmêlé, j'ai rien compris. Je me suis emmêlé les pinceaux, cauchemar. Soit c'est son écriture qui m'a pas plu, soit c'est ces personnages, j'en sais rien. Il y a rien à qui j'ai pu m'attacher, il y a personne à qui j'ai pu m'attacher, il y a rien à quoi j'ai pu m'accrocher aussi pour pouvoir poursuivre cette lecture. Il m'en reste là 10 chapitres, je vais les terminer tout simplement à écouter parce que j'ai le livre, j'ai pris Audible aussi, j'avais envie, envie de finir quoi. J'avais envie de garder ce bouquin parce que je l'ai trouvé super beau. Tu parles, j'ai même pas envie de le garder, ça me saoule en fait, ça m'énerve. Et donc la deuxième partie, on va retrouver au départ Gloria et Florence. Gloria, pardon, qui me fait référence à Florence, mais au final après c'est Caroline plutôt qui me fait référence à Florence. Je ne sais pas, donc on va découvrir qu'en fait, et Ken, ça me fait référence à Simeon en fait. Ce sont des personnages différents. Ça se passe en Californie, il me semble, tandis que ce qui était là-bas, c'était pas en Angleterre, hein, la première partie, je sais plus si c'était pas en Angleterre. Si, c'était en Angleterre, donc partie Angleterre, c'était vraiment partie historique, partie Californie, c'est plus... c'était partie historique et enquête en même temps, partie en Californie, c'est plus enquête, recherche, suspicion, découverte, beaucoup de découvertes. Et donc en fait des personnages se mêlent entre eux, t'as l'impression que ce sont les mêmes mais dans un autre temps, et au final il va y avoir des liens familiaux qui vont se découvrir au fur et à mesure de cette lecture, et ils vont découvrir aussi cette cage en verre, ce roman de Tourneglace. Je ne sais pas, est-ce que ce roman de Tourneglace, ça veut dire que c'est un énigme de Tourneglace, est-ce que c'est ce qu'avait écrit Simeon qui était médecin à la base, ou est-ce que c'est le journal de prêtre qui a été transformé dans cette énigme, de Tourneglace, je ne sais pas. Donc en fait, j'ai vraiment pas envie de vous dégoûter de cette lecture, mais j'ai rien compris. J'ai peut-être l'air débile, hein, si vous voulez, hein, mais moi, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, 22 €. Vraiment trop dégoûtée. Bon, il me reste encore pas mal de lectures dans cet avis, dans ce point de lecture. J'espère que les autres ne seront pas aussi décevantes et que... je serais un peu plus peut-être réceptive. J'étais plutôt réceptive, hein, je vous ai dit, j'ai fait par tous les moyens, je suis allée chercher Audible, je suis allée même chercher les avis des gens, je me dis c'est peut-être moi, mais il y en a plein qui disent en fait qu'ils n'ont rien compris dans le truc, que c'était tellement mêlé que ça menait à rien. Il y avait tout un tas de choses qui se construisaient, et t'attends un grand splash, et puis c'est ok, voilà. No comment, je pense que tout était dit dans ma gestuelle. Donc je suis dégoûtée. Voilà, c'est pas souvent hein, que je fais vraiment des coups de gueule concernant mes lectures, mais il m'arrive et j'espère que ça m'arrivera plus ou pas souvent, quoi, parce que c'est vraiment pas agréable de ne pas laisser de chance à une lecture, à un livre, parce qu'on sait quel travail est fait derrière, mais il m'a rien transmis cet auteur. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo en espérant que les autres lectures seront un peu plus convaincantes et que on a mal démarré mais on va bien terminer.
Allez. Hello, je reviens vers vous. Bon, ça a un peu changé, hein. Je ne sais pas si vous allez être au courant, mais pas tout de suite peut-être. Dans d'autres vidéos, oui, j'ai un cancer du sein. C'est pour ça que j'ai les cheveux coupés et qui sait, est-ce que la prochaine séquence, j'aurai encore des cheveux? Je n'en sais rien, donc c'est pour ça que je vous le dis. J'en ai un tout petit peu plus parlé dans d'autres vidéos, mais si vous voulez tout savoir sur ce problème que j'ai, c'est sur la chaîne Vita Beauté. Je ne vais pas réitérer la question ici. Je l'ai appris le 7 août, donc depuis, j'essaie de faire un peu la paix avec moi-même. Enfin bon, aujourd'hui on va parler de ce livre-là de Han Kang, la végétarienne qui a eu le prix Nobel 2024. C'est une édition livre de poche. C'est un livre que j'ai littéralement chopé depuis la vitrine parce qu'il n'y en avait pas dans la librairie. Et je ne peux pas vous dire que je suis très contente de ce bouquin. J'aurais pu ne pas m'acharner à le trouver à tout prix et le prendre. J'ai comme d'habitude écrit ici tout ce que j'ai pensé et je vais essayer de me tenir compte de ce que j'ai écrit. Je suis à plus que moitié, il m'en reste peut-être 50 de pages pour terminer ce bouquin, mais je sais déjà à peu près à quoi m'attendre, donc inutile d'attendre à la fin pour vous en parler, donc du coup j'en parle maintenant. Donc c'est plutôt pour moi, pas un roman, mais plutôt un récit, où vraiment, c'est un récit vraiment terrible, j'ai envie de vous dire, rempli de tristesse et de certaines haines. On y fait connaissance de deux personnages en particulier, donc les personnages principaux c'est Yoon-gi et son futur mari. Ils seront en couple plus tard, donc mariés, enfin ils sont en couple mais ils seront plus tard mariés. Après on va faire connaissance avec sa sœur, avec son beau-frère, etc. Enfin il y aura de la famille et tout, mais les plus importants ça reste Yoon-gi quand même et puis son mari. Donc quand on fait connaissance avec eux, ils ne sont pas encore mariés. Joli hein, parce que ça va aller plus vite, comme j'ai encore d'autres bouquins à vous dire. À vous en parler. Donc ils ne sont pas encore mariés, ils parlent le mari, je ne sais même pas comment il s'appelle, en fait j'ai pas l'impression qu'on a son nom là-dedans. Donc il parle assez étrangement de sa future femme, en la dénigrant sur son physique et à la fois s'en contentant car celui-ci l'aide à se sentir à l'aise, même en ayant un peu de ventre et ayant aucun besoin d'en prendre soin. Vous voyez, en fait, il la décrit un petit peu comme une fille quelconque, très jolie, pas très attirante, que disons que même s'il prend un peu de ventre, ça fait rien de toute façon, elle est quelconque, on verra pas trop de différence entre lui et elle, enfin bon voilà, quelque chose comme ça. Donc la beauté n'est clairement pas la qualité pour laquelle il a décidé de l'épouser. Elle en a d'autres, donc telles que le calme, la patience, elle n'est pas jalouse, n'appelle pas son mari toutes les 10 minutes comme il y en a certaines femmes et qui les engueule à la longueur de la journée. Donc Yoon-gi ne porte pas de soutien-gorge et ça commence par là en fait, c'est qu'on parle tout le temps de ses tétons, je ne sais pas pourquoi il les appelle les mamelons. Donc elle parle tout le temps de ses tétons qu'on voit à travers les vêtements puisqu'elle ne porte pas de soutien-gorge, mais naturellement on voit que ça. Et donc visiblement ça le gêne énormément. Et pas que lui, donc c'est assez gênant en société. Et puis bah pourquoi je parle de ça? Parce que ça commence de là, elle commence à se sentir mal à l'aise dans son soutien-gorge, ça la gêne, moi aussi ça me gêne tout le temps d'être dans le soutien-gorge, mais je ne peux pas partir comme ça sans l'air dehors, je me sens vraiment gênée, donc c'est plutôt propre à chacun s'il peut ou pas supporter le regard des autres et puis être à l'aise avec ce qu'il est, pas moi. Donc voilà. Ici, tout commence un jour ou plutôt une nuit. Une nuit, elle fait un rêve étrange et brusquement, elle commence à vider son frigo, elle décide à devenir la végétarienne. Donc elle vide un petit peu, elle fait le tri, elle jette tout ce qui est en provenance d'animaux, donc la viande, le lait, les œufs, enfin tout, elle laisse que les végétaux dans le frigo. Son mari, il la surprend en train de vider le frigo la nuit, et puis il dit que la nourriture est chère, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu jettes tout ça, etc. Mais moi je suis là, enfin moi je mange tout ça, donc arrête un peu. Mais elle en a rien à faire, elle dit que de toute façon tu ne prends que des petits déjeuners à la maison, donc tu vas manger à ton travail, et tu mangeras la viande là-bas, point barre. Voilà. Puis en fait ça va encore plus déclencher cette idée de la végétarienne, c'est-à-dire que quand ils vont aller à un déjeuner ou un dîner un dimanche chez ses parents, à elle, ils vont la forcer un petit peu à manger la viande puisqu'elle a perdu beaucoup de poids, elle ne ressemble à rien, elle est très maigre, très affaiblie et très pâle, et donc ça leur plaît pas du tout, et ils essaient de la faire manger la viande par tous les moyens, comme on dit.
c'est complètement stupide. La personne anorexique, tu ne peux pas la forcer à manger, elle ne peut pas manger, donc il est inutile de lui dire mange. Elle est malade, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est avant tout le problème psychologique. Il y en a encore qui ne comprennent toujours pas que ça ne vient pas que de la nourriture, ça vient de là. Donc, beaucoup de problèmes de santé viennent de la psychologie, il faut le comprendre. Et donc du coup, ils essaient de la... C'est vraiment violent en fait, tout ce qui est décrit. Ils essaient de la faire manger, cette nourriture, en lui carrément poussant cette viande dans sa bouche, en poussant sur ses lèvres, en allant sur ses dents. Enfin, vraiment, c'est une violence inouïe vis-à-vis elle, à travers son père, toute sa famille. Bon, et ça se départage un petit peu, les frères et sœurs, ils essaient un petit peu atténuer cette ambiance, tandis que le père et la mère, ils essaient quand même de la faire manger, étant donné qu'elle fait les rêves aussi avec le père où il agresse un chien qu'il avait mordu, donc il lui fait subir des violences pas possibles. Je vous épargne ça, c'est vraiment dégoûtant à lire. Et ça me déplaît honnêtement. Je ne peux pas lire les violences faites aux femmes ni aux animaux. Je ne peux pas, je ne supporte pas. Donc ça va commencer comme ça et cette histoire va se terminer aux urgences. En fait, elle va finir par prendre un couteau et commencer à se... comment dire, à s'entailler parce que il la laisse pas tranquille en fait, elle en a marre quoi, donc elle a envie d'en finir et puis voilà. Donc du coup on essaie de lui reprendre le coton, on lui reprend le coton, on l'amène aux urgences et elle reste je crois une petite partie dans les urgences et 2 parties psychiatriques. Son mari a peur de se retrouver avec elle seule à seule et l'appelle sa femme donc bizarre et effrayante. En même temps il ne fait rien pour l'aider. Ni pour la comprendre, on dirait c'est un spectateur, elle maigrit à vue d'œil, mais il observe, il s'étonne selon selon ses comportements, etc. Donc en fait, il va l'observer, il va regarder, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait un truc bizarre, enfin dans sa tête ça va être qu'est-ce qu'il fait celle-là, oh là là, elle mange pas, oh là là, enfin, mais il fait rien en soi quoi, il observe. Enfin, le livre est basé sur la nourriture, comme on a bien compris. Ça me dégoûte actuellement, la nourriture, je ne peux pas en parler. Donc ces passages-là, j'étais obligée de les passer, ça m'intéressait absolument pas. Donc tout tourne autour des aliments et de la psychologie. Donc Hyun-Gin fait des rêves violents et étranges qui s'apparentent plutôt au cauchemar, où elle rêve de tuer les animaux, où elle rêve de son père violent, comme je vous ai déjà dit, qui a maltraité leur chien qu'elle a mordu, et c'était un passage horrible. Ou à la page 61, on a aussi un truc. Attendez, qu'est-ce que j'avais trouvé à la page 61 ? Quelque chose est bloqué au niveau de mon épigastre. Ah oui, ça, elle parle de ses rêves. Je ne sais pas ce que c'est toujours là. À présent, je le sens même quand je ne porte pas de soutien-gorge. J'ai beau pousser un long soupir, ça ne me libère pas la poitrine. Des cris de rugissement s'y sont accumulés, incrustés. C'est à cause de la viande, j'en ai trop mangé. Toutes ces vies sont coincées là, j'en suis sûre. Le sang et la chair sont digérés, dispersés aux 4 coins du corps. Le reste est évacué. Mais les vies restent franchement accrochées dans mon estomac. Une seule fois, j'aimerais pousser un grand cri, j'aimerais sortir en courant dans l'obscurité de l'autre côté de la fenêtre. Cela pourrait-il évacuer cette masse? Est-ce possible? Est-ce que c'est possible? Personne ne peut m'aider, personne ne peut me sauver, personne ne peut me faire respirer. Elle est vraiment à bout cette femme, c'est vraiment difficile, surtout dans sa tête. Donc on va avoir double police aussi, classique, et celui de Marie qui parle en première personne, en fait c'est lui qui raconte ses récits. Et en italique, ce sont plutôt des rêves de cette femme, Hyun-Gin, qui va aussi en parler, et donc qui va parler, donc elle c'est plutôt tout ce qui est en italique, et lui ça sera plutôt tout ce qui est en police classique, et puis après ça sera d'autres personnages, mais en police classique. Elle restera toujours en italique, ce qui est bien parce que ça veut différencier un petit peu du texte, de passage, vous savez qui c'est qui parle et quand, à quel moment et de quoi il va s'agir. Donc c'est bien écrit, mais c'est glaçant et dégoûtant, c'est hyper dégoûtant. Je comprends pourquoi un Kang a eu ce prix, car le sujet d'actualité, évidemment, et sujet très sensible, touchant et vraiment glaçant. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Eh ben non, je pense que je n'ai plus rien d'autre à rajouter parce que je pense que j'ai tout dit sur ça, parce que j'avais lu même plus que j'aurais dû lire à mon avis. Je pense que j'aurais dû m'arrêter bien avant
parce que franchement je suis dégoûtée par cette lecture, je suis absolument pas fan. Malgré que ça soit bien écrit, c'est absolument pas ma came, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas quand on parle de trop de tout ce qui concerne l'intimité, et là ici c'est explicite, vraiment explicite jusqu'au bout. On parle vraiment de trucs bizarres. Vous savez, quand on regarde des fois, il y a des cinémas assez dingues que vous regardez, vous vous posez la question, pourquoi je regarde ce film en fait? Qu'est-ce qui m'attire là-dedans? Eh ben tu sais pas, il y a quelque chose qui t'accroche, parce que tout simplement c'est peut-être bien monté, parce que c'est bien écrit, c'est bien tourné, enfin, mais, il y a un mais, enfin, certes, il y a quand même l'idée derrière tout ça, il y a cette maltraitance animale, il y a cette relation avec la nourriture, il y a cette psychologie difficile, même psychiatrie, j'ai envie de vous dire, et c'est pesant à la fois. Donc c'est très complexe quand même comme écriture, hein. Mais c'est pas pour moi. Voilà, donc je suis un peu déçue. Certes, c'est pas mal de découvrir, mais franchement, c'est dégoûtant. Donc c'est pas du tout mon truc. Sur ce, je vous laisse. Il m'en reste encore 2 livres, donc ma double vie de Sarah Bernard, et il me reste aussi les récits de Bernard Minier, je sais plus, c'était des récits avec les chats. Donc il me reste ces 2-là, et puis je vais clôturer ce point lecture enfin pour vous le mettre en ligne. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Merci de votre attention. Coucou, je reviens vous voir pour vous parler de ce livre que je suis en cours, en train de lire. En fait, il est en cours, je suis encore très loin de la fin, mais je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que si vous souhaitez lire ce bouquin, il faut être vraiment passionné par la personnalité de Sarah Bernard. Si vous ne l'êtes pas, honnêtement, juste par l'intérêt, comme moi je l'ai acheté ce livre, certes c'est intéressant, mais après je n'y vois pas vraiment l'intérêt, parce que c'est pas une personne en fait qui me passionne, je ne sais pas, je suis tombée sur ce bouquin, j'avais envie d'en apprendre davantage, mais honnêtement ici on découvre, c'est très bien écrit, le livre est très bien présenté, je ne connaissais pas du tout le style de libretto de ces livres épais, je connaissais libretto mais des livres tout fins, des grands classiques, et là celui-ci il est assez épais par rapport à des livres fins qui proposent et qui sont assez longs. Donc celui-ci il se prête à la lecture, il est très agréable, les pages sont super agréable à feuilleter, c'est très agréable à lire, c'est très très bien écrit. Par contre, il y a des fois des tournures de phrases ou des emplois où le vocabulaire qui est employé est assez compliqué pour moi, et que des fois j'ai du mal à saisir de ce qu'on voulait transmettre dans ces paroles. Des fois j'ai vraiment du mal à comprendre, ce point-là me déplaît. Ensuite, le livre en lui-même, on va parler beaucoup de la biographie de cette Sarah Bernard, en commençant par son enfance, où elle va être plutôt confiée à comment on appelle ça, à un pensionnat, je crois, pour les jeunes filles, je sais plus, mais enfin, je crois qu'elle a encore 2 sœurs, je ne me rappelle pas, honnêtement, tellement ça me marque pas plus que ça, ce livre. Je crois, voilà, qu'elle a 1 ou 2 sœurs encore, ou une sœur et un frère, mais il me semble que c'est 2 sœurs, et elle la seule, elle va être confiée à un pensionnat, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que la mère, elle n'a pas assez de temps à lui consacrer, et parce que c'est l'une des grandes, il me semble, ou l'une des plus petites, je sais plus, en fait, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, enfin bon, je n'ai pas été marquée par ce bouquin, donc elle va être confiée à un pensionnat où elle va grandir, où elle va apprendre des choses, où elle va comprendre qu'elle a envie de devenir une comédienne, donc, jouer au théâtre. C'est une fille qui est assez particulière, elle a une chevelure assez crépue qui n'est pas du tout au goût de tout le monde, qui n'est pas à la mode, puisqu'avant on avait vraiment des cheveux, on laissait les cheveux, on en prenait soin, la chevelure c'était quelque chose de très important pour une femme, on portait des beaux chapeaux, etc. Tandis que Sarah, elle est assez différente par rapport aux autres femmes, cette chevelure qui n'est pas tout à fait digne d'une femme, on peut dire ça comme ça, comme on s'est mal pris en fait, c'est même pas trop aristocrate, on va dire, d'avoir une chevelure pareille, donc elle va subir des fois des lisseurs et tout ce qu'on veut en lui faisant des coiffures qu'elle n'accepte pas trop et que elle essaie de porter tant bien que mal, mais pour ressembler un petit peu aux vraies dames de l'époque. Lorsqu'elle se présente par exemple à ses entretiens pour le théâtre, et elle doit paraître mieux qu'elle ne l'est. Donc tout est dit en fait dedans, il y a pas mal de choses qui me perturbent aujourd'hui en tant que femme
aujourd'hui les femmes plus ou moins libres par rapport à d'habitude, par rapport au temps d'avant. Et il y a des choses vraiment qui sont assez particulières et qui sont pas très agréables à lire, mais elles sont là. Donc déjà que sa mère ne s'occupe pas d'elle par rapport à son temps libre et qu'elle n'a pas beaucoup d'après ce que j'ai compris, ou parce que peut-être Sarah elle a envie de devenir cette comédienne qu'on a à chaque fois essayé de lui enlever. Même au théâtre on dit que t'es pas aussi belle comme il y en a d'autres, et donc toi tu peux grosso modo ce que faire c'est de prier au moins d'avoir un bon mari et de lui servir à vie, hein. Donc c'est génial d'entendre ça, n'est-ce pas? Donc du coup il y a pas mal de choses qui me dégoûtent en fait dans cette lecture, et c'est pour ça que j'ai du mal à avancer. Mais ce qui est bien, c'est que cette Sarah, elle s'en fout un petit peu de tous ces dits autour d'elle, et elle continue quand même elle continue son chemin, elle continue de franchir ses étapes un à un, et à essayer de réussir sa vie de comédienne. Je pense que c'est ce qu'elle va faire quand même, elle va la réussir. Je ne sais pas si je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo de ce livre ou pas. Est-ce que je mettrai encore quelques mots sur ce résumé? Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser avec le reste de cette vidéo. Il me reste plus que Bernard Minier pour clore ce point lecture. Et puis, si j'ai quelque chose à rajouter, je vous rajouterai entre les deux concernant ce livre. Voilà. Alors, on se voit avec vous. Beaucoup de temps a passé. Beaucoup de temps est passé. J'ai du mal avec mon français aujourd'hui, dis donc. Et donc, j'ai changé de tête, comme vous pouvez voir. Je vous ai annoncé ça dans mes vidéos que vous allez voir au fur et à mesure. Je ne sais pas à quel moment vous le découvrirez. Mais bon, afin de ne pas faire durer le suspense, j'ai un cancer et c'est pour ça que je change de tête. Oui, j'ai une perruque. Plus en détail, si vous voulez le savoir, rendez-vous sur ma chaîne Vita Beauté. Donc ici, on va parler de ce livre-là de Bernard Minier. C'est un livre qui s'appelle Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles. Elles sont en effet diaboliques et cruelles par moment. Je ne suis pas super fan. Je vous avoue que j'aime énormément Bernard Minier. J'adore cette couverture, j'adore cette belle édition chez Pocket. Je ne connaissais pas du tout. Je suis à moitié. Les premières histoires que j'ai lues, ça m'emballe pas de fou. Donc la toute première, c'était celle que j'ai préférée à toutes celles que j'ai déjà lues, à toutes de celles que j'ai déjà lues. Donc c'était l'histoire Tourisme macabre. En effet, c'était très macabre. En fait, ça avait commencé avec le tourisme, avec les 4 jeunes gens qui sont partis en Ukraine, dans l'ancienne zone radiée à Tchernobyl. Et là, ils découvraient en fait comment ça s'est passé, comment ça s'est éclaté. Ils visitaient un petit peu l'endroit glauque. Et en fait, on va suivre justement leur relation entre eux. En fait, ce sont 2 couples, mais visiblement le copain d'une fille et la fille d'un autre couple, ils s'entendent super bien, que son copain commence à la jalouser envers son pote qui est un peu trop moi, qui est tout le temps là, qui a tout le temps le sourire en coin, et qui, quand il entend des choses assez bizarres qu'on lui raconte par rapport au... Désolée, j'ai failli enlever mon micro. Par rapport à ce qu'on lui raconte selon les choses glauques, lui ça l'amuse visiblement, et ça surprend l'autre. Je ne me rappelle pas de leur prénom, honnêtement, je suis désolée. Et donc on va être sur cette vague-là, donc ils vont visiter cet endroit en Ukraine, ensuite ils vont vouloir aller visiter un autre endroit dans le monde. C'était quoi déjà? Est-ce que c'était pas... Enfin, c'était un pays latin, est-ce que c'était pas la Colombie? Je ne me rappelle pas. Ou quelque part par là, où il y avait aussi ce tourisme macabre, où tout va très très mal se terminer, au point où la fille de ce garçon qui se met trop en avant va rester là-bas, et lui-même aussi d'ailleurs, je crois, il va succomber à ses blessures, et donc sa copine et le copain de celle qui périra aussi dans cet endroit vont partir intacts, mais vont plus jamais être en contact, parce que c'est quelque chose qui les a marqués à vie. Donc voilà, je vous raconte pas les détails, mais c'était l'une des seules histoires qui m'a plus marqué que les autres en fait. Ensuite, il y en avait une aussi qui était plutôt pas mal.
Je ne dis pas que je saurais écrire quoi que ce soit. Je critique selon mon petit moi, mon avis. Je ne critique en aucun cas Bernard Minier, mais c'est surtout ce livre qui m'a pas trop plu. Bernard Minier, j'adore. Ça, c'est pas la question. Donc, à un détail près, Donne, j'aime, j'ai rien compris. À un détail près, c'était pareil. Ah, famille d'accueil. Famille d'accueil et talk show, c'était quelque chose. Tout le reste, ça m'a pas trop marqué, sachant à savoir que je me suis arrêtée à rationalité et après les hommes, je crois. Voilà, je me suis arrêtée à Le secret de la baie d'Arcy. J'ai pas eu encore la connaissance avec les chats qu'on devrait croiser dans ce bouquin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et de toute façon, vous savez très bien que c'est rare quand je parle des livres en entier, quand je les ai lus en entier en fait, puisque j'ai tellement peur de vous dévoiler la suite que j'en parle peu lorsque je les ai terminés. Donc j'essaie d'en parler un tout petit peu une fois terminé si je parle d'un autre bouquin, mais j'essaie de ne pas trop en parler parce que, étant trop bavarde, j'ai peur vraiment de vous spoiler la suite et c'est pas le but. Donc ici, talk show, rationalité, ça m'a pas marqué plus que ça. Talk show, c'était un peu particulier aussi, c'était une sorte de policier, thriller. On a essayé de capturer je sais plus si c'était un violeur ou un tueur ou les deux. C'était un tueur, ça c'est sûr. Et donc ils ont essayé de le capturer par rapport en le prenant dans son propre siège, dans son propre piège vis-à-vis de ce talk show. Et puis donc famille d'accueil, c'était très glauque. C'était un frère et une sœur qui étaient placés dans une famille d'accueil, puis ils étaient placés dans une autre famille d'accueil. Tout d'abord, on peut penser que ce sont des enfants qui sont malmenés, maltraités, pauvres orphelins à qui on fait du mal. Mais en fin de compte, on se rend compte que ce sont eux qui sont le mal incarné. Et donc, il est possible qu'il y a des familles aussi un peu bizarres, mais les enfants sont également dans cette histoire très glauque, vraiment des personnages principaux. Donc je vous laisse découvrir, il y a des histoires qui font vraiment très peur, donc dormir avec, à moins que vous soyez très fatigué et pas du tout impressionné par ce que vous lisez. Mais sinon, ça fait peur un peu quand même. Et puis, sinon, oui, ça fait un peu Pierre Bellemare, mais un plus diabolique, on va dire. Voilà, et un plus thriller. Et ça fait un mélange entre Pierre Bellemare et Anthony Horowitz. Voilà, la baignoire ensanglantée ou un truc comme ça en faisait pareil, les mêmes effets. Donc voilà, ça en fait pareil un petit peu ce livre-là. Sur ce, je clôture ce point lecture. Enfin, j'ai enfin lu les bouquins récents que j'avais achetés et je suis très contente que c'est fait parce qu'à chaque fois je ne lis que les anciens que j'accumule. Les récents, j'en prends pas trop pour l'instant partie, mais je vais essayer de faire un mélange des récents et des anciens parce que en même temps, en prenant que des récents, j'oublie les anciens. En prenant que les anciens, bah les récents deviennent anciens aussi. En fin de compte, il faut essayer de faire un mélange des deux et de parler des deux parce que j'en ai tellement accumulé que voilà. D'ailleurs, ces derniers temps aussi, on a été à une exposition où j'avais acheté 2 bouquins et quelques autres sont gratuits, donc je vous en parle dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, écoutez, je vous embrasse, j'espère que vous avez apprécié mes avis concernant ces dernières lectures. J'espère que vous vous portez bien. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire actuellement ou qu'est-ce que vous aimeriez lire parmi ce que je vous ai présenté ou rien du tout. Voilà, ou quel est votre prochain livre sur votre wish list. Sur ce, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention et prenez soin de vous. Ciao.